Dans cette séquence, nous allons nous intéresser au système de ressources, à la notion de ressources. Nous tenterons de mieux comprendre comment ce concept fonctionne et quelles sont ses implications pour la gestion de l'eau. Sur la photo de paysage que vous voyez ici, on peut déceler différents types de ressources. On peut voir tout d'abord le sol, mais on peut également voir cet arbre. Mais d'autres types de ressources se cachent ici. On peut par exemple parler de l'air, on peut également parler du paysage comme ressource, une ressource paysagère. Nous allons donc tout d'abord nous demander comment définir cette notion. Tout d'abord, une ressource constitue un système de production. Un système qui, comme nous le verrons, permet de produire différents types de biens et de services appropriables par différents types d'usagers. Ensuite, la ressource s'inscrit dans une perspective clairement anthropocentrée. L'arbre que l'on voit sur cette photo devient une ressource à partir du moment où il participe à un système de production qui permet à la fin de délivrer des biens et des services appropriables par l'être humain. Dès lors, l'arbre en question représente un système qui va évoluer selon les conditions socio-économiques et socio-culturelles. La ressource n'est pas toujours considérée de la même façon et dépend également des innovations technologiques. Le secteur de l'eau le montre très bien avec l'apparition des eaux urbaines, avec les systèmes de potabilisation et d'assainissement de l'eau. Comme le décrivait donc De Gregori, la ressource n'est pas, elle devient. Elle dépend de la façon dont l'être humain la considère. La ressource est donc le résultat de pratiques et d'usages qui sont en constante évolution. Si l'on adopte une perspective anthropocentrée, on peut considérer alors la ressource comme un système qui permet la production de ces fameux biens et services appropriables. La ressource renouvelable, c'est qui nous intéresse ici pour la gestion de l'eau, se compose tout d'abord d'un stock de ressources, soit de la quantité et de la qualité minimale nécessaire à la reproduction, l'autoreproduction naturelle du système. C'est donc le fond du système de ressources, fond qui doit être maintenu pour garantir un renouvellement et une durabilité du système dans son ensemble. Et donc également la production de biens et de services pouvant être appropriés. Ensuite, la ressource se compose de fruits, soit l'ensemble des unités produites à un certain rythme, un rythme donné selon le système de ressources, et des fruits qui ne sont pas forcément consommés. Les fruits peuvent exister, mais simplement on peut décider de ne pas les prélever, comme par exemple les pommes sur un pommier. S'ils sont consommés, alors par contre on peut parler de biens et de services que les individus vont utiliser. Revenons à notre arbre et considérons que cet arbre constitue un système de ressources composé d'un stock, délivrant des fruits permettant in fine la production de biens et de services pour différents types d'usagers. Ces différentes photos montrent différentes configurations, différentes façons de gérer le système. Voyez-vous ici des différences, des distinctions entre ces différentes étapes ou ces différentes façons de considérer le stock de ressources? On peut faire plusieurs constatations. Tout d'abord, on peut considérer l'arbre comme une ressource par le simple fait qu'il embellit ce paysage. Il peut être également une ressource qui produit des fruits. Fruits permettant différents types de biens et services, tels que la pomme dans laquelle je vais croquer, le jus de pomme que je désire me servir, ou encore la glace que je vais consommer. Toutefois, on peut également décider d'utiliser l'arbre autrement. On peut le couper, on peut en faire une table, sur laquelle vous suivez cette séquence par exemple. Dès lors, ces photos montrent bien que la façon dont on exploite la ressource peut avoir des effets très différents sur la gestion du stock de ressources en tant que tel. Quelle est la différence entre le jus de pomme et les planches de construction par exemple? Dans un cas, on touche uniquement aux fruits, on garantit ce faisant le renouvellement, saison après saison, de la ressource et de la production de fruits. Dans l'autre cas, on consomme également la ressource, mais cette fois de façon plus ou moins irréversible. On gère le stock de ressources de façon très différente. Enfin, cet exemple illustre bien la constante évolution du système. Ce sont les pratiques, comme on l'a vu, ce sont les pratiques socio-économiques qui vont faire la ressource et qui vont modifier également la perception que l'on a de ce système de ressources. Les pratiques d'exploitation du pommier ont forgé des usages différents, du simple cueilleur de fruits à la construction de meubles. Dans ce cadre, l'eau est donc également un système de ressources. C'est un système composé d'un stock, permettant le renouvellement quantitatif et qualitatif du système, et produisant des fruits et donc des biens et des services appropriables par l'être humain. Ces biens et services sont multiples. On peut penser à la vie au sens général,
Mais on peut également penser aux usages productifs de la ressource, avec notamment l'énergie, l'hydroélectricité, l'énergie nucléaire, ou encore l'irrigation ou l'industrie. On peut également penser à d'autres services produits par ce système, tels que les paysages sculptés par la ressource, par exemple. Devant la multitude de biens et de services produits par la ressource, et dans une perspective de durabilité de la ressource, il s'agit donc d'assurer la capacité de renouvellement de ce stock de ressources. La façon dont on va utiliser le système pourra soit mener à l'équilibre, c'est-à-dire une consommation de fruits qui n'entame pas la capacité de renouvellement, soit mener à une surexploitation, dans le cas où la consommation des fruits dépasse la capacité de renouvellement du système, ou encore à la sous-exploitation du système. Il faut ici noter que la sous-exploitation peut également être problématique. Le cas par exemple d'un stock de logements, d'appartements inoccupés durant de nombreuses années. En d'autres termes, s'il existe une multitude de biens et de services, on aura plusieurs usagers. Usagers en rivalité face au système de ressources. Comme le dit Sproul-Jones, une rivalité naît donc de la rareté de la ressource. Donc il est important ici de bien distinguer différents types de rareté. Il n'y a pas qu'un seul type de rareté. On a tout d'abord la rareté objective versus la rareté socialement perçue ou politiquement construite. C'est le cas par exemple d'une pénurie de pétrole dans un pays producteur de pétrole. On a également la rareté absolue versus la rareté relative. Est-ce que ça vaut la peine parfois d'aller chercher une ressource très profondément dans le sol par exemple, pour citer le pétrole, alors que ce coût d'extraction va coûter plus cher que le prix de vente de la ressource en tant que telle. On a la rareté généralisée versus rareté localisée. Dans un pays comme la Suisse, par exemple, qui est un château d'eau de l'Europe, il existe des situations de difficulté pour l'approvisionnement, difficultés ponctuelles certes, mais difficultés tout de même. Il existe la rareté à long terme, la rareté structurelle, versus la rareté à court terme. Et enfin, la rareté régulière, récurrente, versus la rareté imprévisible, comme le montrent typiquement des situations de crues inondations ou de sécheresse importante. Enfin, en ce qui concerne les rivalités, il faut également faire plusieurs remarques. On peut tout d'abord distinguer la rivalité d'usage et le conflit d'usage. Une rivalité existe à partir du moment où plusieurs usagers dépendent d'un seul système de ressources. Cette rivalité peut être plus ou moins exacerbée, mais ne mène pas forcément au conflit. Ensuite, une rivalité peut être atténuée. Elle peut même disparaître, soit si un usage disparaît, un usage rival disparaît, ou encore si le stock de ressources est passablement augmenté, grâce notamment à un facteur technologique. Enfin, les rivalités d'usage ne sont pas nécessairement négatives. Elles permettent également la compétition entre différents usages, permettent également l'innovation technologique, fruit de cette compétition. Donc, on va modifier les pratiques pour atténuer une rivalité, le cas par exemple du passage de l'irrigation par aspersion à l'irrigation au goutte à goutte.